J'ai trouvé 15 sacs poubelles devant le portail. Ma famille a souri, on a vendu la maison, tu es viré, point. Je suis parti, Des mois plus tard, ma mère m'a envoyé un SMS, j'ai tout perdu. S'il te plaît, appelle-moi. Je sors du VTC, mes épaules se détendant enfin après le vol de 3 heures depuis Lyon. Le soleil de l'après-midi réchauffe mon visage alors que je resserre ma prise sur le sac cadeau contenant une écharpe en soie pour maman bleu œuf de merle, sa couleur préférée. Mon autre main agrippe ma sacoche d'ordinateur avec les contrats pour l'accord marketing de 2,3 millions d'euros que je viens de conclure. J'ai hâte de le dire à tout le monde. Mon sourire se fige en pleine formation. 15 sacs poubelles noirs se tiennent en formation parfaite devant notre portail, comme des sentinelles silencieuses. Pas les petits sacs de cuisine, mais les sacs de chantier industriel, bombés et noués avec précision. Derrière eux, ma mère et mes 3 frères et sœurs forment un mur humain sur notre pelouse. Les bras de maman sont croisés, son menton légèrement relevé de cette manière qui me nouait l'estomac quand j'étais enfant. Marc, Élise et Damien la flanquent comme de loyaux lieutenants. Madame Dubois, de l'autre côté de la rue, a arrêté de tailler ses rosiers pour regarder. Les Martin ont interrompu le lavage de leur voiture. Ma famille a toujours été discrète sur nos conflits, cette démonstration publique signifie quelque chose de catastrophique. Qu'est-ce qui se passe, je demande, ma voix me paraissant lointaine. Le visage de maman reste parfaitement composé. Claire, tu as 26 ans. Il est temps que tu voles de tes propres ailes. Elle annonce cela du même ton qu'elle pourrait utiliser pour commenter la météo. Les sacs contiennent tes affaires. Je cligne des yeux rapidement, la signification de la scène mettant quelques secondes à s'imposer. Le contrat dans mon sac, celui qui prouverait enfin ma valeur à leurs yeux, me semble soudainement léger face au poids de ce moment. Après la mort de papa quand j'avais 8 ans, son testament a partagé la propriété de notre maison familiale à parts égales entre nous tous, bien que maman ait conservé l'acte de propriété. Je me souviens d'être assise dans le bureau de Maître Durand, balançant mes jambes sur la chaise trop haute alors qu'il m'expliquait que je possédais un 5e de notre maison. Mes frères et sœurs ne m'ont jamais laissé oublier comment ils avaient tous déménagé avant 23 ans, commençant de vraies vies d'adultes pendant que je m'attardais à la maison. Peu importe que je paie plus que ma part des charges et des impôts fonciers. Pas plus tard que la semaine dernière, avant mon voyage à Lyon, maman avait été inhabituellement distraite lorsque j'avais mentionné ma promotion potentielle. Maintenant je comprends pourquoi, tout cela était en préparation depuis des semaines. Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça, je demande, ma voix plus stable que je ne le ressens. Vous n'auriez pas pu me prévenir? Marc s'avance, les mains dans les poches comme s'il s'apprêtait à annoncer une nouvelle raisonnable. C'est pour t'apprendre la responsabilité, Claire. Tu as besoin de cette impulsion. Maman soupire, comme si j'étais délibérément obtuse. La maison est vendue. Les nouveaux propriétaires veulent une prise de possession immédiate. Le monde bascule légèrement. Vendu? Sans me consulter? Je suis copropriétaire légal. Ma voix a trouvé une nouvelle assurance que je ne me connaissais pas. Le contrat dans mon sac redevient lourd, mais différemment, comme une armure plutôt qu'une preuve. Tu es dramatique, dit maman. Nous en discutons depuis des mois. Pas avec moi, en tout cas. Mes frères et sœurs évitent mon regard, soudainement fascinés par les haies, le ciel, leurs chaussures n'importe où sauf mon visage. Maman pince les lèvres, une très légère ride d'agacement apparaissant entre ses sourcils. Ta part des bénéfices sera réduite, bien sûr, dit-elle. Tu es resté beaucoup plus longtemps que les autres. Nous avons calculé la différence de loyer que tu aurais dû payer toutes ces années. L'ampleur de ce qui se passe me submerge par vagues. Ma maison? Partie. Mon héritage? Diminué. Mon soutien familial? Inexistant. Tout cela pendant que je travaillais pour conclure le plus gros contrat de ma carrière. Je marche vers les sacs, ouvrant le plus proche. Mes pulls d'hiver. Le suivant contient des livres. Le troisième? Des chaussures. Et je la sors, l'écharpe en soie que j'ai achetée pour maman, froissée entre mes chaussures de course usées et des produits de nettoyage de salle de bain. Elle a dû fouiller ma valise pendant que je prenais ma douche ce matin. Je plie l'écharpe avec soin et la mets dans ma poche. Quelque chose en moi change, comme un os qui se remet en place après une fracture. La douleur est présente mais clarifiante. Je vais devoir faire plusieurs voyages, dis-je, ne demandant plus la permission mais énonçant un fait. J'aurai tout enlevé d'ici le coucher du soleil.
La confiance dans ma voix me surprend même. Je suis à mi-chemin du chargement du 3e sac poubelle quand un papier plié glisse d'entre 2 albums photos. Le papier glacé atterrit face visible sur le trottoir humide. Pas n'importe quel papier, une annonce immobilière. Pour ma maison. Notre maison. Je le ramasse avec des doigts qui semblent soudainement engourdis. La date de l'annonce indique 2 mois plus tôt. 2 mois. Pendant que je faisais des semaines de 60 heures. Pendant que je décrochais le compte de Lyon. Pendant que je payais consciencieusement ma part des impôts fonciers, il photographiait ma chambre. Je m'appuie contre ma voiture, le métal chaud contre mon dos sous le soleil de l'après-midi. La distraction récente de maman se cristallise en quelque chose de bien plus calculé. Ces questions désinvoltes sur mon emploi du temps. Ces réunions impromptues du club de lecture qui exigeaient de l'intimité. L'homme étrange que j'ai aperçu dans notre salon, présenté comme le mari de Catherine de la paroisse, bien que Catherine soit célibataire. Mon téléphone vibre. Un texto d'Élise apparaît. Je vérifie juste si tu as besoin d'aide pour déplacer tes affaires. Marc a dit que tu faisais des difficultés. J'ouvre notre conversation de groupe, faisant défiler les messages que j'ai manqués pendant mon séjour à Lyon. Il planifiait cela depuis des semaines. Capture d'écran de l'annonce. Discussion sur le timing. Marc suggérant d'attendre que j'ai eu cette grosse réunion pour que je sois trop occupé pour faire une scène. Une nouvelle notification de texto glisse du haut de mon écran. Chloé. Des nouvelles? Ma chambre d'amis est prête quand tu en auras besoin. Je plisse les yeux sur les photos de l'annonce à nouveau. Il y a ma chambre avec la couette bleue que j'ai depuis l'université. Mon bureau avec la photo encadrée de papa et moi au lac du Bourget. La porte de mon placard entr'ouverte, montrant les robes que je ne porte que pour les réunions avec les clients. Tout photographié pendant que je travaillais, ignorant que des étrangers évaluaient mon espace personnel. Besoin d'aide, crie Madame Dubois de l'autre côté de la rue, son sécateur toujours à la main. Tout va bien, merci, je réponds automatiquement, le masque familier de la contenance se mettant en place. Mais je ne vais pas bien. Loin de là. Plus tard dans la soirée, je suis assise en tailleur sur le sol du salon de Chloé, mon ordinateur portable en équilibre sur mes genoux. Sur l'écran, les réseaux sociaux de ma famille affichent une célébration à laquelle je n'ai pas été invité. Tu n'es pas obligé de regarder ça, dit Chloé, posant une tasse de thé à côté de moi. Ça ne fera que te sentir plus mal. Elle a raison, mais je ne peux pas détourner le regard. Maman, Marc, Élise et Damien à l'auberge du Pont-Neuf, le restaurant italien cher du centre-ville que nous ne visitions que pour les grandes occasions. Des coupes de champagne levées pour un toast. La légende de maman, de nouveau départ pour tout le monde. L'horodatage montre qu'ils sont allés directement de mon expulsion à une célébration avec du vin et des pâtes. Regarde ça, dis-je en tournant l'écran vers Chloé. Élise a commenté le post de maman, tellement contente qu'on ait enfin obtenu la pleine valeur de la maison. Le marché ne pourrait pas être meilleur. La réponse de Damien apparaît en dessous, les prix de l'immobilier devraient encore augmenter de 15% au prochain trimestre, mais c'était le bon moment. On ne pouvait plus attendre. Je fais défiler plus bas et me fige. Marc a posté des photos des acheteurs visitant la maison pendant que j'étais encore à Lyon. Un nouveau départ pour tout le monde, dit sa légende. Tout le monde sauf moi. Ils ont tout planifié, je murmure, ma voix étrange à mes oreilles. Ils ont attendu que je conclue l'affaire de Lyon. Ils savaient que je serais trop occupé pour me battre. Le canapé de Chloé semble étranger sous moi, la couverture empruntée rêche contre ma peau. Ma gorge se serre alors que la réalité s'abat sur moi. Je n'ai nulle part où vivre. Les annonces de location sur mon ordinateur portable se moquent de moi avec leur prix. Un T2 moyen dans notre ville, 1800 € par mois. Mon compte d'épargne affiche un solde qui couvrirait 3 mois au maximum épuisé par le remboursement de mes prêts étudiants pendant que mes frères et sœurs investissaient dans l'immobilier et des comptes retraite. Demain, je dois mettre à jour mon adresse auprès des RH. Ma période d'essai de 6 mois après ma promotion n'est pas encore terminée. Que pensera mon patron quand j'expliquerai ma crise de logement soudaine? Que je suis instable? Peu fiable? La nuit dernière, j'ai rêvé que j'étais devant notre porte d'entrée, clé en main, pour découvrir que les serrures avaient été changées. Je me suis réveillé désorienté dans la chambre d'amis de Chloé, momentanément confuse avant que la réalité ne me frappe à nouveau. Cela fait 3 nuits de suite. Tu devrais parler à un avocat, dit Chloé,
interrompant mes pensées. Ton nom est sur l'acte de propriété, non? Ils ne peuvent pas vendre sans ton consentement. Je ne sais plus rien, j'avoue. Maman s'est toujours occupée de toute la paperasse après la mort de papa. Le petit ami de Chloé, étudiant en droit, m'a recommandé un avocat qui offrait des consultations gratuites. Je ne pouvais pas me permettre beaucoup plus. L'email de l'avocat arrive alors que je me brosse les dents, me préparant pour une autre nuit sur le canapé lit de Chloé. Le langage juridique est clair, même pour mon cerveau épuisé. Je possède légalement 20% de la maison, peu importe combien de temps j'y ai vécu. Ma signature aurait dû être requise pour toute vente. Le paiement réduit qu'il m'offre viole mes droits de succession. En regardant la lettre de l'avocat ce soir-là, je me demande, devrais-je exiger ma part entière immédiatement et couper tous les liens avec ma famille? Ou accepter le montant réduit pour maintenir une certaine relation avec la seule famille que j'ai? La sécurité financière signifiait la liberté, mais rompre complètement ces liens valait-il la bataille à venir? Le texto de groupe de maman arrive pendant que je fais défiler les annonces d'appartements sur la table de la cuisine de Chloé. Mon téléphone vibre contre le bois, l'écran s'illuminant d'un message envoyé à tous les oncles, tantes et cousins de notre arbre généalogique. Nous avons été forcés de prendre des mesures drastiques avec Claire. Elle a refusé de grandir malgré notre patience. Parfois, l'amour exige des décisions difficiles. Mon estomac se contracte comme si j'avais reçu un coup de poing. Je pose le téléphone, les doigts tremblant légèrement alors que je saisis ma tasse de café. Chloé jette un coup d'œil, les sourcils levés en question. Maman réécrit l'histoire, dis-je, ma voix étonnamment stable, en disant à toute la famille que je les ai forcés à me mettre à la porte. Avant que je puisse digérer cela, mon téléphone vibre 3 fois de plus. L'invitation annuelle de tante Caroline pour Thanksgiving est annulée. Le message d'oncle Pierre exprimant sa déception. Cousine Rachel suggérant que je réfléchisse à mes choix. Une famille de vautours, marmonne Chloé, s'essuyant les mains sur un torchon. Je balais les messages, revenant aux annonces d'appartements, mais l'écran se brouille à travers des larmes soudaines que je refuse de laisser couler. Thanksgiving seul, une autre conséquence que je n'avais pas anticipée. Ce soir-là, une notification apparaît d'un groupe de vente locale. Maman a mis en vente les meubles de ma chambre d'enfant. La commode en chêne que papa a restaurée pour mon 8e anniversaire. La bibliothèque qui contenait ma collection de la bibliothèque rose, le tout à vendre rapidement sans même me les proposer d'abord. Je fais une capture d'écran des annonces et les ajoute à mon dossier grandissant intitulé « Documentation ». Le lendemain matin, le gérant d'un énième studio miteux fronce les sourcils devant son écran d'ordinateur. Son bureau sent la cigarette et le désodorisant bon marché. Dehors, la circulation rampe dans une rue bordée de fast-food. « Il y a un problème avec votre vérification de crédit », dit-il, sans me regarder. Ce n'est pas possible. Mon score de crédit était de 780 le mois dernier. Il tourne le moniteur pour que je puisse voir. 5 factures de services publics impayées datant de 3 ans, toutes à mon nom, toutes liées à une adresse que je ne reconnais pas. Ce n'est pas mon adresse, dis-je en me penchant. Je n'ai jamais vécu là. 2 heures et 3 appels plus tard, je découvre que maman a ouvert des comptes en utilisant mon numéro de sécurité sociale quand j'étais à l'université. L'adresse appartient à mon frère Marc. Les factures impayées s'élèvent à 3 700 €. Cette nuit-là, je fixe le plafond au-dessus du canapé lit de Chloé, mon esprit s'emballant dans des calculs. L'argent de l'héritage n'est pas arrivé. Mes économies ne couvriront pas à la fois les cautions et ces dettes soudaines. La commission de l'accord marketing n'arrivera sur mon compte que dans 90 jours. Mon téléphone sonne avec un texto matinal du client de Lyon. Ils ont besoin de révision sur le calendrier de mise en œuvre. Je suis éveillé depuis 27 heures d'affilée. Le lendemain matin, j'arrive au bureau avec de l'anticerne sous les yeux. Ma présentation manque de la précision qui m'a valu le compte de Lyon. Mon patron le remarque, me demande si tout va bien. Je force un sourire et je mets ça sur le compte d'un rhume. Ce soir-là, Chloé me tend un journal relié en cuir. Pour tout documenter, dit-elle, les trucs juridiques, les conversations, les dossiers financiers. Organise-le maintenant, tant que c'est frais. Je reste debout jusqu'à 3 heures du matin, créant des chronologies et listant les dommages financiers. Le journal devient mon encre dans la tempête, quelque chose de solide à quoi me raccrocher quand mon esprit tourne à l'épuisement et à la trahison. À la 12e visite d'appartement, les logements se confondent en un défilé déprimant de taches d'humidité et de radiateurs bruyants.
Ce dernier gérant, Jacques, un homme aux cheveux poivre et sel et aux lunettes de lecture sur le nez, étudie ma demande de location. Claire Durand, dit-il, levant soudainement les yeux. Vous avez créé cette campagne pour les vélos de la Saône, n'est-ce pas? J'acquiesce, surprise. C'est la boutique de mon frère. Les ventes ont bondi de 40% après votre campagne. Il retire ses lunettes en souriant. Pour la femme qui a sauvé l'entreprise de mon frère, j'ai peut-être quelque chose qui n'est pas encore sur le marché. Pour la première fois depuis des semaines, mes épaules se détendent un peu. 2 jours plus tard, maman m'envoie un texto pour qu'on se retrouve au café de la Rive pour discuter. J'accepte, contre l'avis de Chloé. Peut-être y a-t-il encore quelque chose à sauver, une explication qui donnera un sens au sac poubelle, à la fraude au crédit et aux désinvitations de Thanksgiving. Le café bourdonne de conversations tranquilles et du sifflement des machines à expresso. Maman est assise près de la fenêtre dans un cardigan, de la nuance exacte de bleu de l'écharpe que je lui avais rapportée de Lyon. Elle a l'air plus petite, ses mains autour de sa tasse. Tu as l'air fatigué, dit-elle quand je m'assieds. Je suis fatigué. Nous avons fait ça parce que nous t'aimons, dit-elle en tendant la main vers la mienne. Je déplace la mienne sur mes genoux. Parfois, les enfants ont besoin d'un coup de pouce pour atteindre leur potentiel. Les mots tombent comme des pierres dans l'eau calme. L'amour ne met pas les affaires de quelqu'un dans des sacs poubelles, dis-je, ma voix basse mais claire. L'amour ne vend pas leur maison sans prévenir, et il n'ouvre certainement pas de compte frauduleux à leur nom. Son visage se durcit. Tu as toujours été si dramatique. Tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien. L'usurpation d'identité, c'était pour mon bien. Je devais aider Marc avec ses factures. Tu n'utilisais ton crédit pour rien d'important. Je me lève, laissant de l'argent pour mon café intact à côté de la tasse. Je dois y aller. Claire-Marie Durand, ne me tourne pas le dos. Sa voix s'élève, faisant tourner les têtes. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je continue de marcher, dépassant les regards curieux, franchissant la porte, jusqu'au parking. Sa voix me suit, m'appelant par mon nom, mais pour la première fois, elle ne me retient pas. Dans ma voiture, une étrange sensation se répand dans ma poitrine. Pas de la colère, pas de la tristesse, quelque chose de plus léger, presque flottant. Je réalise avec une clarté surprenante que je ne recherche plus son approbation. La révélation me frappe comme une bouffée d'air frais après des années dans une pièce étouffante. Je me rends à l'immeuble de Jacques ce soir-là pour signer le bail d'un studio. L'espace est petit mais propre, avec une bonne lumière et une vue sur un jardin communautaire. Chloé et son petit ami Alex m'aident à emménager le week-end suivant, assemblant des meubles d'occasion jusqu'à minuit sous la lueur de lampions en papier. Endroit parfait pour tes photographies, dit Chloé, désignant un mur face à la lumière du matin. Je déballe les paysages encadrés que maman avait critiqués comme amateurs et inutiles. Chloé et Alex les accrochent avec soin, mesurant les espaces, reculant pour s'assurer qu'ils sont de niveau. Elles sont vraiment bien, dit Alex, admirant une photo de coucher de soleil que j'avais prise au lac du Bourget. Alors que ma famille avait jeté mes affaires dans des sacs poubelles, ses amis arrangent mes biens restants avec le soin de conservateurs de musée. Ils plient soigneusement les vêtements dans les tiroirs, classent mes livres par ordre alphabétique, placent mon bureau pour capter la meilleure lumière pour travailler. 3 semaines après l'expulsion, je me prépare pour une réunion de suivi avec le client de Lyon. Leur demande spécifique que je dirige l'expansion du projet me positionne parfaitement pour la promotion que je visais. Je peaufine ma stratégie de mise en œuvre jusqu'à minuit, examinant les métriques et les plans d'optimisation. Alors que je ferme enfin mon ordinateur portable, mon téléphone s'allume avec un texto de Damien. Maman a tout perdu. Elle va t'appeler. Je fixe l'écran, les quelques mots simples réécrivant une fois de plus la dynamique du pouvoir. Je me tiens devant l'équipe de direction de Lyon, mon pointeur laser encerclant la diapositive finale des métriques. Mon sourire professionnel ne faiblit pas alors que 14 appels manqués de ma mère illuminent mon téléphone sur la table de conférence. L'appareil vibre à nouveau, se rapprochant de mes notes comme un invité indésirable. Avec cette stratégie de mise en œuvre, nous projetons une pénétration de marché supplémentaire de 18% d'ici le 4e trimestre, dis-je en passant à la diapositive suivante. Nos groupes de discussion montrent une résonance particulière avec le message sur la durabilité auprès de votre public cible. La PDG, Barbara Leroy, se penche en avant, son carré argenté oscillant alors qu'elle hoche la tête. Ces chiffres sont impressionnants, Claire. Et pour une expansion dans le secteur éducatif du Sud-Ouest ?
Nous gardons un œil sur ce marché. Mon cœur bat plus vite, mais ma voix reste stable. Je sors des diapositives supplémentaires que j'avais préparées après 3 nuits blanches dans mon nouveau studio. Les murs sont encore nus, à l'exception d'une seule photo encadrée d'un lever de soleil. J'avais anticipé cette question, dis-je, révélant une analyse de marché pour des partenariats universitaires. Nous pourrions étendre la campagne avec une allocation de ressources supplémentaires minimale. Les projections de retour sur investissement indiquent une opportunité de revenu de 800 000 € avec une simple augmentation de 12% de nos dépenses marketing actuelles. Mon téléphone vibre à nouveau. La photo de contact de maman, la montrant fièrement devant notre maison familiale, la maison qu'elle a vendue sans me consulter, clignote de manière moqueuse. Je glisse le téléphone face contre table sans quitter Barbara des yeux. La réunion se termine par des poignées de main et des approbations. Alors que les autres sortent, Barbara me touche le coude. C'était un travail impeccable, dit-elle à voix basse. Entre nous, Jeanne prend sa retraite le trimestre prochain. Le poste de responsable de l'équipe de marketing digital sera bientôt affiché. Elle me lance un regard significatif. Vous devriez postuler. Je suis à mi-chemin de l'aéroport quand j'écoute enfin le message vocal de ma mère, le tableau de bord inconnu de la voiture de location brillant dans la pénombre grandissante. Claire, c'est maman. Il y a une urgence familiale. Appelle-moi immédiatement. Sa voix manque de l'urgence qu'une véritable urgence justifierait. J'ai déjà entendu ce ton, la fausse crise qui exige de l'attention selon son emploi du temps. Je termine le trajet jusqu'à l'aéroport, m'enregistre pour mon vol et trouve un coin tranquille dans le terminal avant de la rappeler. Finalement, elle répond à la première sonnerie. J'ai essayé de te joindre toute la journée. J'étais en réunion, maman. Quelle est l'urgence? Une lourde pause suit, puis un soupir théâtral. Je dois te dire quelque chose de difficile. L'argent de la maison. Il a disparu. Mes doigts se resserrent sur mon téléphone. Disparu? Tout? Je l'ai investi avec Thierry Dubois, tu te souviens? Le vieil collègue de ton père? Il promettait des rendements de 20%. Sa voix se brise. C'était une arnaque, Claire. L'argent de tout le monde, disparu. Marc et Élise ne me parlent même plus. Les annonces du terminal s'estompent en bruit de fond alors que je digère ces mots. La satisfaction tordue que je ressens me surprend pas de sa perte, mais de la réponse rapide de l'univers à sa trahison. Je suis vraiment désolé d'entendre ça, dis-je, ma voix neutre. J'ai réfléchi, continue-t-elle, prenant de l'élan. La famille se serre les coudes en temps de crise. Je vais devoir rester avec toi temporairement pendant que je règle mes affaires, juste le temps que je me remette sur pied. L'ancienne Claire aurait immédiatement réorganisé sa vie pour répondre à cette demande. Cette Claire-là est morte le jour où j'ai trouvé mes affaires dans des sacs poubelles. Claire? Tu es là. Mon silence s'étire entre nous. Je regarde une jeune famille passer, le père portant un bambin endormi contre son épaule, avec un tel soin que ça me serre la gorge. Ma mère attendant ma réponse, j'ai pesé mes options avec soin. Devrais-je offrir une aide financière limitée avec des limites claires, ou était-ce le moment de me détacher complètement d'une vie de manipulation déguisée en loyauté familiale? J'ai besoin d'y réfléchir, dis-je finalement. Je t'appellerai demain. Je raccroche et envoie immédiatement un texto à Chloé. Réunion d'amis d'urgence ce soir? Sa réponse est instantanée. Vin et pizza à 20h. Apporte un sac de nuit si besoin. À minuit, Chloé et moi avons fait des recherches sur toutes les options de logement pour personnes âgées abordables dans un rayon de 30 miles. L'écran de son ordinateur portable brille alors qu'elle crée une feuille de calcul, organisant les résidences par commodité, emplacement et coût. Celle-ci est proche de ce parc que tu as mentionné qu'elle aime, dit Chloé, désignant un complexe agréable avec des paniers de fleurs suspendus à l'entrée. À distance de marche de l'épicerie et de cette église où elle va parfois. J'acquiesce, la gorge nouée par une émotion inattendue. C'est bien, vraiment bien. Le lendemain matin, je rencontre le docteur Renaud, le thérapeute que j'ai commencé à voir après l'expulsion. Son cabinet sent toujours légèrement la camomille et le papier. La situation de votre mère n'est pas votre urgence, me rappelle-t-il, sa voix pratique me ramenant sur terre. Quelle limite vous semble juste? Nous élaborons une réponse offrant un soutien avec des conditions claires. Pas de cohabitation. Pas d'aide financière illimitée.
Séance de thérapie familiale obligatoire pour une aide continue. Vous ne l'abandonnez pas, dit le docteur Renaud à la fin de notre séance. Vous offrez un soutien sain tout en vous protégeant. Je rencontre ma mère au café de la place, plutôt que de lui donner ma nouvelle adresse. L'air de confusion sur son visage quand je suggère cela en dit long. Le soleil de l'après-midi réchauffe mon dos alors que je rentre chez moi, me préparant à finaliser la proposition. Mon téléphone sonne avec le numéro de Damien, le premier contact d'un de mes frères et sœurs depuis le jour de l'expulsion. Claire, dit-il, sa voix inhabituellement sobre. Maman t'a appelé. À propos de la perte de l'argent? Oui. Un silence attendu suit. Il y a quelque chose que tu devrais savoir, dit-il enfin. Nous étions au courant de ces projets d'investissement avant que nous. Avant l'expulsion. Mes jointures blanchissent sur le volant. Tu savais qu'elle allait tout perdre, et tu l'as quand même aidé à me mettre à la porte. C'est compliqué, murmure-t-il. Écoute, est-ce que je peux passer un de ces jours? Pour parler? J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé. Au téléphone, j'entends les premières notes de remords dans sa voix. Que ce soit sincère ou simplement la conséquence de la perte de sa part de l'argent de la maison reste à voir. Je vais y réfléchir, dis-je, tournant dans la rue menant à mon petit appartement, la maison qui est à moi seul. J'arrive au café de la place 15 minutes en avance, choisissant une table d'angle sur la terrasse où le soleil du matin réchauffe le mur de briques rouges derrière moi. Mes doigts tapotent un rythme régulier sur le dossier en manie devant moi, pendant que je répète les mots que j'ai pratiqués avec le docteur Renaud toute la semaine. La cloche au-dessus de la porte du café teinte. Ma mère entre, balayant la terrasse du regard jusqu'à ce qu'elle me repère. La petite valise à roulettes qui la suit pourrait aussi bien être une enseigne au néon clignotant ses intentions. Mon estomac se serre, mais je prends une lente inspiration, me souvenant des mots de Chloé. Tu n'es plus la même personne qu'elle a mise à la poubelle. Claire, ma chérie. La voix de ma mère traverse la terrasse, faisant tourner les têtes. Elle se penche pour m'embrasser la joue, son parfum le même qu'elle porte depuis mon enfance, me transportant momentanément à des moments où son approbation signifiait tout. Tu es magnifique, dit-elle en s'installant en face de moi. Cette couleur fait vraiment ressortir tes yeux. J'ai toujours dit que le vert était ta couleur. J'ai porté ce chemisier spécifiquement parce qu'elle l'avait un jour qualifié de peu flatteur. Le compliment confirme ce que Chloé avait prédit. Elle est désespérée. Comment va le travail? Ce gros projet à Lyon doit bien t'occuper. Ses yeux parcourent la terrasse avant de se poser à nouveau sur moi. Ton appartement doit être tout prêt? C'est un T1 ou un studio? Le travail se passe bien, je réponds, ignorant sa pêche aux informations. Elle prend une gorgée d'eau, son rouge à lèvres laissant un parfait croissant corail sur le verre. Cette situation avec mes investissements n'est que temporaire, tu comprends, une fois que j'aurai réglé les choses avec la banque. Sa voix s'éteint alors qu'elle tend la main pour tapoter la mienne. Après tout ce que j'ai fait pour toi, t'élevant seul après la mort de ton père, c'est comme ça que tu me rembourses? Les mots tombent comme une gifle, si familiers que je tressaille presque. Presque. Au lieu de cela, je fais glisser une impression sur la table. C'est la résidence des beaux jours. C'est un studio avec une kitchenette, un jardin communautaire et des activités sociales hebdomadaires. Ta retraite couvre la majeure partie. Je contribuerai à hauteur de 250 € par mois pour combler la différence. Son visage se fige, un sourire teinté de rouge à lèvres suspendu dans l'incrédulité. Je continue, ma voix stable. J'ai déjà rempli la demande et payé la caution. Ils ont une place disponible à partir de la semaine prochaine. Elle repousse le papier vers moi, ses ongles corail raclant la table. Je n'ai pas besoin d'un logement de charité, j'ai besoin du soutien de ma fille. Je t'aiderai, mais tu ne vivras pas avec moi, et mon soutien est assorti de conditions. Un couple à la table voisine jette un coup d'œil alors que la voix de ma mère s'élève. Des conditions? Je suis ta mère. Oui, c'est vrai. Je sors de mon sac à main et pose l'écharpe en soie en lambeaux sur la table entre nous, bleu œuf de merle, maintenant froissée, là où je l'ai trouvée, coincée entre mes chaussures de course et mes produits de nettoyage dans le sac poubelle. Ses yeux pétillent de reconnaissance, puis se détournent. Ma première condition est que tu assistes à des séances de thérapie familiale avec moi, dis-je en regardant ses épaules se raidir. Le docteur Renaud a des disponibilités le mardi après-midi. Je n'ai pas besoin de thérapie. Elle regarde autour d'elle, la voix montant encore plus haut.
J'ai besoin que ma fille montre un peu de gratitude. Le couple à côté de nous regarde maintenant ouvertement. Je me sens étrangement calme, comme si j'observais cette scène depuis un point au-dessus de la terrasse. Je rassemble mes affaires et me lève. Alors je te souhaite bonne chance, dis-je en me tournant pour partir. Attends. Sa voix se brise. Très bien, j'essaierai une ou deux séances. Je m'arrête, considérant le seuil que je suis sur le point de franchir. Il ne s'agit pas de vengeance ni même de justice. Il s'agit de comprendre enfin que je peux choisir quelle relation maintenir et à quelles conditions. Je retourne à ma place, non par obligation mais par choix. Je fais glisser le dossier avec la demande vers elle, les termes surlignés en jaune. Il y a un stylo dans le dossier. Sa main tremble légèrement alors qu'elle signe là où j'ai marqué avec de petits post-it. Quand elle a fini, elle lève les yeux, le regard perçant. Damien t'a appelé. La question me prend au dépourvu. Il a mentionné qu'il voulait parler, mais nous ne nous sommes pas encore vus. Pourquoi? Elle secoue la tête. Rien, je me demandais juste. Elle glisse l'accord signé dans son sac. Ses mouvements sont cassants. Quand est-ce que j'emménage? Je t'aiderai ce week-end, dis-je, calculant combien de mon dimanche je devrais sacrifier. Les déménageurs que j'ai engagés s'occuperont de tes meubles depuis le garde-meubles. Mon téléphone vibre dans ma poche alors que je m'éloigne du café, ma mère toujours assise à la table, fixant la brochure de la résidence pour seniors. Je le sors, m'attendant à un texto de Chloé, qui attend de savoir comment s'est passée la réunion. Au lieu de cela, c'est un email de Walter Lebrun, notre PDG. Claire, sur la base de votre travail exceptionnel avec le Comte de Lyon, j'ai le plaisir de vous offrir le poste de responsable de l'équipe de marketing digital, avec effet immédiat. Je m'arrête net, les piétons s'écoulant autour de moi comme une rivière autour d'un rocher. Pour la première fois depuis des semaines, mon sourire est complètement naturel. Je me tiens dans le salon ensoleillé de mon nouvel appartement, regardant des grains de poussière danser dans les rayons dorés qui se déversent sur le parquet. Une année peut tout changer. Les fenêtres sont orientées à l'est, explique l'agent immobilier, prenant des notes sur son presse-papier. Vous êtes du matin. Je le suis maintenant, dis-je en passant mes doigts sur le rebord de la fenêtre. Dans ma maison familiale, mes photographies étaient confinées au mur de ma chambre, cachées comme des secrets. Ici, des paysages et des portraits encadrés accueilleront le lever du soleil. L'agent s'arrête devant ma plus grande photographie, un littoral balayé par le vent que j'ai capturé l'automne dernier. C'est votre travail? Quand j'acquiesce, elle sourit. Composition magnifique. Les conditions de prêt que nous avons discutées plus tôt sont compétitives. Avec votre score de crédit et votre apport, vous êtes en excellente position. Je ne remets pas en question son évaluation ni ne m'excuse pour mes questions sur les impôts fonciers. La femme qui se rapetissait autrefois pour correspondre aux attentes des autres a été remplacée par quelqu'un qui connaît sa valeur. Le soleil de l'après-midi change alors que j'entre dans le cabinet du docteur Renaud pour notre séance de thérapie familiale, un an après notre premier rendez-vous. Ma mère est assise sagement sur le canapé bleu familier, sa posture toujours rigide mais dépourvue de son hostilité d'antan. La campagne marketing de Claire a été lancée la semaine dernière, dit-elle au docteur Renaud, sa voix portant un respect que je n'aurais jamais cru entendre. Le spot télévisé est passé pendant le journal. Le docteur Renaud sourit. C'est merveilleux, Claire. Qu'est-ce que ça fait de voir son travail reconnu à l'échelle nationale? Avant que je puisse répondre, ma mère ajoute, son équipe a doublé sa liste de clients ce trimestre. Il y a un an, j'aurais tressailli à son détournement de la conversation. Aujourd'hui, j'acquiesce simplement et ajoute, la campagne a touché notre public cible. Nous voyons de bons résultats. Le docteur Renaud remarque le changement. Dans nos séances privées, nous avons cartographié mes progrès, d'un besoin désespéré d'approbation maternelle à une acceptation mesurée de ce que notre relation peut raisonnablement devenir. Pas parfaite, mais plus toxique. Sylvie, qu'est-ce qui ressort le plus de la croissance de Claire cette année? Demande le docteur Renaud. Ma mère réfléchit, ses doigts lissant des plis invisibles sur son pantalon. Elle n'a plus besoin de moi, dit-elle finalement, et d'une certaine manière, c'est devenu plus facile d'être fière d'elle. Ce soir-là, les rires remplissent ma nouvelle maison. Chloé arrange un plateau de fromage pendant que le docteur Renaud aide Damien à accrocher des guirlandes lumineuses sur la terrasse arrière. Mon frère a l'air plus jeune, 6 mois de sa propre thérapie ayant adouci les angles vifs que notre mère avait cultivés.
Chloé lève son verre, ses yeux brillants de joie sincère, des sacs poubelles devant le portail à cette belle maison, tout ça par ta propre force. Nous trinquons alors que mon téléphone vibre avec une notification par email. Le poste de directeur marketing pour lequel j'ai postulé la semaine dernière. Je le lirai plus tard. Ce soir, c'est la fête. Après le départ de tout le monde, je déballe mon dernier cadeau de pendaison de crémaillère à moi-même. La photographie encadrée semble plus lourde que son poids physique ne le justifie. 15 sacs poubelles noirs se tenant comme des sentinelles devant le portail de ma mère, capturés sur mon téléphone cet après-midi-là avant que je ne commence à charger ma voiture. Je l'accroche dans mon bureau, où je la verrai quotidiennement, non pas comme un rappel de la trahison, mais comme une preuve du chemin parcouru. En dessous se trouve un dossier contenant les formulaires de demande pour un petit programme de subvention que j'ai créé, financé par mes primes de promotion. Des cautions pour des logements d'urgence pour de jeunes adultes chassés de chez eux par leur famille, sans condition. Alors que j'accroche cette dernière photographie, je me demande si la vraie guérison vient du pardon ou de la construction de quelque chose de nouveau à partir des morceaux brisés. Qu'est-ce qui importe le plus? Faire la paix avec le passé ou créer un avenir où ces blessures ne vous définissent plus? La réponse, peut-être, est dans la question elle-même, le fait même que je puisse la poser sans que la douleur ne me transperce. Parfois, la plus grande liberté n'est pas d'oublier la blessure, mais de la transformer en quelque chose qui aide les autres à retrouver leur chemin.